Donc, je disais, voilà, je vais essayer de faire quelques exercices standards qu'on n'a pas eu le temps de faire ni en cours ni en TD. Et je commence par cet exercice de disque. Donc, c'est un exercice aussi, tout le monde doit absolument savoir comment déterminer le champ créé par un disque chargé avec une densité surface X sigma, qu'on va supposer bien sûr uniforme. On a un point de l'axe OZ. Là, on ne peut faire que la méthode directe. Une fois que vous avez fait le théorème de Gauss, je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas l'utiliser dans ce cas-là. Bon, donnez-moi les règles de symétrie. Quels sont les plans de symétrie qui passent par le point M? Donc, toujours la même méthode, symétrie, invariance. Z. Z, MYZ. M, MYZ. YZ et un autre MXZ. MXZ. Donc, le champ va être suivant Suivant Z. Suivant Z. Voilà. Voilà. Donc là, on ne va pas parler d'invariance parce qu'on va calculer le champ sur l'axe OZ. Or, quel que soit M qui appartient à OZ, vous avez bien sûr θ égale R est égal à 0. Donc, le champ ne dépendra que de Z et il va être suivant OZ. Ensuite, deuxième étape, c'est prendre un élément de charge D2Q, c'est l'élément en jaune, D2Q égale à sigma D2S, et d'écrire l'expression D2E. Avec bien sûr D2S dans ce cas-là est égal à quoi? Donc D2S c'est un élément de surface du disque. Donc là il faut penser à utiliser les coordonnées polaires. Vous êtes dans un disque, les coordonnées cartésiennes ne sont pas adaptées. Il faut utiliser les coordonnées polaires, ρ, D2 ρ, D2 θ. D'accord? Avec ρ c'est cette distance de là à là, θ c'est cet angle-là. Voilà, donc D2E. C'est ρ, D2 ρ, D2 θ. On ne va pas utiliser R parce qu'on va réserver R à la distance entre D2Q et le point M, on va calculer le champ. Il est déjà I. Vous voyez ici R. Donc R, c'est cette distance-là. Donc il ne faut pas utiliser R dans les coordonnées polaires. Il faut l'appeler ρ ou R' ou ce que vous voulez. D'accord? Oui, d'accord. D'accord. Donc D2E est égal à, je remplace juste sigma par sa valeur, donc sigma rho d2 rho d2 θ sur la constante 4pi epsilon 0 r carré fois u. U, c'est toujours le vecteur unitaire dirigé de la charge vers le point où je calcule le champ. Donc voilà ce qu'il faut faire dans la deuxième étape. On passe à la troisième étape. On ne calcule que la composante non nulle. La seule composante non nulle, c'est D2EZ, qui est par définition D2E scalaire K. Donc, je suis obligé de faire la projection de D2E sur l'axe Z. Donc, je suis obligé d'introduire cet angle alpha, qui est le même que celui-là. Et donc, D2EZ scalaire A, c'est cosinus alpha. Avec cosinus alpha est égal à quoi? Donc, la distance OM, on va l'appeler petit z. Donc, vous voyez bien que cosinus alpha est égal à Z sur R, avec bien sûr R au carré, Pythagore est égal à Z au carré, plus ρ au carré. Dans ce triangle-là, M, O et D2Q. Donc, voilà ce qu'il faut faire dans la deuxième étape. Juste remplacer, chercher l'expression de la composante non nulle. Et c'est dans la troisième étape où il faut passer au calcul. Donc, D2EZ, je remplace cosinus alpha par sa valeur. Donc, vous avez ici R carré. Avec R, ça vous donne R au cube. Et donc, je dois intégrer cette expression-là, ρ d2 θ sur ρ carré plus Z carré à la puissance 3,5. Donc, vous voyez bien que ρ, θ et Z sont des variables dépendantes. Donc, il faut tout exprimer soit en fonction de ρ, soit en fonction de θ, soit en fonction de Z. Bon, dans ce cas-là, c'est plus simple. Bon, θ, c'est indépendante. Par contre, θ, non. θ, c'est indépendante parce que θ, je peux changer θ sans changer ρ ni R. D'accord? Vous pouvez faire varier θ. ρ et R restent constantes. Donc, l'intégrale de θ pour décrire tout le disque, c'est entre 0 et 2pi. Il va nous rester l'intégrale ρ d de ρ sur ρ carré plus Z carré à la puissance 3,5. Bon, cette intégrale, on l'a déjà vu quelque part. Dans un TD précédent, bon, il suffit d'écrire ρ d de ρ, c'est 1,5 d de ρ au carré,
Donc, vous pouvez ajouter une constante, puisque z c'est une constante, ça ne changera rien, d de rho au carré plus z carré. Et donc, vous voyez bien que vous avez ici f' fois f à la puissance n. Avec n, c'est moins 3 demi. Et l'intégrale de f' fois f à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1, f à la puissance n plus 1. Et vous avez directement... 1 sur n plus 1. Voilà, 1 sur n plus 1, f à la puissance n plus 1. 1 sur moins 3 demi plus 1, ça va vous donner moins 1 demi. Donc, il va remonter au dénominateur. Au numérateur, il va vous donner moins 2. Et moins 1 demi, c'est racine carrée entre 0 et R. Donc, j'intègre entre 0 jusqu'au rayon du disque. Et ça va vous donner, pour 0, ρ égale à 0, c'est racine, 1 sur racine carrée de z au carré, qui est 1 sur valeur absolue de z. Et pour z égale à R, voilà, ça vous donne ce champ-là. Donc, voilà comment on calcule le champ créé par un disque. Donc, vous avez vu, si vous appliquez correctement les 4 étapes, symétrie, un élément de charge D de Q, de le décrire correctement, quelle est la composante non nulle, en général, vous arrivez au minimum à la dernière étape, et c'est à la dernière étape où il y a en général quelques petits calculs. Souvent, vous voyez, c'est les mêmes types d'intégrales. Soit on exprime tout en fonction de l'angle, soit on exprime tout en fonction de ρ. Et le champ se calcule avec pas grande difficulté. C'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des questions sur le champ créé par le disque? Monsieur, Donc, vous voyez la différence avec le CR. C'est constant, alpha c'est constant. Là, c'est plus constant, bien sûr. Pour décrire tout le disque, vous voyez, si je prends un autre point ici, le rayon va changer et l'angle va changer. Donc, c'est ça, ce qui rend un peu le calcul du disque plus difficile que le calcul d'un cercle que nous avons déjà vu en cours et en TD. Bien. Maintenant, on va question déterminer le potentiel créé par le même système. D'accord? Donc là, pour calculer le potentiel, soit on le calcule à partir du champ, soit on va le faire par calcul direct. Donc, on va faire les deux. Donc là, le potentiel, il est beaucoup plus simple que le champ électrique. Donc, vous voyez, on prend un élément de charge D de Q, il nous donne un potentiel D de V, c'est un scalaire. Je remplace juste D de Q par sigma D de S et j'intègre. Donc voilà, le problème devient très facile. L'intégrale de θ, c'est ρ de pi. Là, vous avez prime là, c'est à la puissance 1,5, il manque sur R, c'est à la puissance 1,5. 1,5, il manque 1,5, 1,5. Vous f' prime sur 2 racines de f, c'est racine de f, et ça vous donne directement cette expression-là, qui est le potentiel créé par le disque. Donc, vous voyez, le calcul de potentiel, souvent, n'est pas très, très difficile, parce que c'est un scalaire, il n'y a pas de projection à faire. On fait juste, souvent, ça se réduit à un calcul d'intégrale. Bien, vous remarquez que le potentiel, c'est une fonction paire, d'accord, par rapport au plan OXY. Et ça, c'est un résultat très, très général. Si vous avez un système de charge qui possède un plan de symétrie, O, X, Y, c'est un plan de symétrie pour les sources, c'est-à-dire pour les charges, le potentiel, il est symétrique. Ça veut dire que c'est une fonction paire. Par contre, le champ électrique, c'est une fonction impaire, parce que le champ va se transformer en sens symétrique s'il est suivant l'axe Z à la position Z, à la position moins Z. Vous voyez bien, pour qu'il soit symétrique, il faut qu'il soit suivant moins Z. Donc, le champ est une fonction impaire, alors que le potentiel, c'est une fonction paire. Donc là, on a calculé le potentiel par la méthode directe. D'accord? Maintenant, on va déduire le champ. On va essayer de retrouver la même expression, mais à partir de l'expression du potentiel. Donc, tout à l'heure, on a calculé le champ par la méthode directe. Maintenant, on a calculé le potentiel. On va retrouver l'expression du champ. Donc, quelle relation on va utiliser maintenant pour calculer E? moins gradient. Gradient de... Et moins gradient de V va se réduire à quoi? Moins gradient de V, qui est égal à quoi dans ce cas-là? T
terrain V sur terrain Z fois OZ. Voilà, il va se réduire uniquement à moins d de V sur d de Z suivant OZ. Hein, parce que le champ, le potentiel ne dépend que de Z. Voilà. Voilà, donc vous dérivez cette expression-là et vous allez trouver facilement l'expression du champ électrique qu'on a déjà calculé tout à l'heure. Donc voilà pour le disque, c'est un exercice aussi de base qu'il faut absolument savoir parce qu'il intervient dans beaucoup d'exercices comme... Oui? Pardon, monsieur, j'ai vu quelque part une question qui dit, Oui? je me souviens pas, mais c'est déduire ou bien, je sais pas, déterminer le champ créé par un plan infini. Oui? C'est comme On l'a cette déjà question. fait. Oui, c'est le même calcul. On va d'ailleurs déduire le plan infini. Allez, on va le faire tout de suite. Déduire, j'ajoute cette question. Déduire, je ne sais pas si je l'ai fait dans la suite ou pas, je vais voir. Voilà, oui, voilà, c'est la question suivante. Cas d'un plan infini. Donc, comment déduire le champ créé par un plan infini à partir de ce résultat-là? Je vous rappelle que ce qu'on a traité, on a traité un disque de rayon grand R. On a cherché le champ, on a un point M quelconque de l'axe OZ. Si maintenant le plan devient infini, ça veut dire qu'il faut faire quoi? Quand R vers l'infini. R tend vers On va la trouver le champ créé par un plan infini à partir de... Voilà, R il faut tend tendre vers R l'infini. vers l'infini tout simplement. Donc ce terme va tendre vers quoi? Cette quantité-là, elle va tendre vers 0. 0. Donc il va vous rester le champ créé par un plan infini, c'est sigma sur 2 epsilon 0, Z sur modèle de Z suivant K. Voilà, c'est ça le champ créé par un plan infini. Voilà, ça veut dire, si vous avez un plan infini, ici va être sigma sur 2 epsilon 0 suivant K, et de l'autre côté, il va être moins sigma sur 2 epsilon 0 suivant K. Et dans la prochaine séance de cours, on va démontrer ce champ par le théorème de Gauss et vous allez voir, ce théorème de Gauss va faire le calcul de façon extrêmement simple. Donc voilà le champ. Donc ça, c'est le champ créé par le disque. Ça, c'est le disque. Ici, R tend vers l'infini, on trouve le plan infini. Vous voyez, c'est sigma sur epsilon 0 pour Z positif et moins sigma sur 2 epsilon 0 pour Z négatif. Et ça, c'est le potentiel. Ça, c'est le potentiel pour un plan infini. Potentiel. Donc, bien sûr, D de V, vous avez est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 fois D de Z. Donc, vous intégrez, donc V est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 fois Z plus une constante. Et on va prendre le plan ici comme origine du potentiel, V égale à 0, si Z égale à 0. Donc, cette constante égale à 0. Et vous voyez bien que V est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 fois Z. Donc, c'est moins A fois Z, c'est une fonction, c'est une droite, c'est une fonction décroissante. Donc, voilà comment on calcule le champ. Pour calculer le champ créé par un plan infini, justement, il faut toujours commencer par le disque. Souvent, on vous dit d'abord un disque, ensuite déduire le champ créé par un plan infini. C'est bon? Oui, oui, d'accord. Merci. Maintenant, je veux vous poser une question supplémentaire. J'ai un plan infini, mais qui contient une partie trouée, où vous n'avez pas de charge, sigma égale à 0. Et cette partie-là, on va supposer de rayon grand R. Quel est le champ créé par ce système? On a un point M quelconque situé toujours à la distance OM égale à Z. Quelqu'un a une idée? C'est le champ créé par toutes les surfaces, moins les petites surfaces. C'est le champ créé par le plan infini moins le champ du cercle, du rayon R. Mais ici, il n'y a pas de charge. On superpose un plan infini chargé positivement avec un disque chargé négativement. Très bien, voilà. Donc voilà, on va superposer un plan infini chargé avec sigma, plus un disque chargé avec moins sigma.
Voilà. Donc, si je prends un disque chargé avec moins sigma et je le place ici, sigma plus moins sigma, ça va vous donner 0. Et ça va vous donner le champ créé par le plan troué. Or, le champ créé par le plan infini, on vient de le montrer, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Le champ créé par un disque, on l'a déjà calculé, il suffit de remplacer sigma par moins sigma et vous allez déterminer le champ créé par le plan troué. Voilà, on utilise ce qu'on appelle le théorème de superposition. C'est clair pour tout le monde? Monsieur, Oui? Oui. s'il vous plaît, j'ai pas compris pourquoi le disque est chargé par moins sigma. Pour trouver un disque troué, si tu veux, tu as un disque, ici tu as un plan infini, partout chargé avec sigma. D'accord? D'accord? Oui, monsieur. Et si tu prends un disque, bon, un disque, voilà. Je prends un disque qui est chargé avec moins sigma. Je le mets quelque part ici. Bon, imaginons ici, on va prendre ici, voilà. Je prends ici tout le plan infini chargé avec sigma. Tout ce plan, il est chargé avec sigma. Celui-là est chargé avec moins sigma. Je le prends, ce plan, ce disque, je le prends et je le mets ici. Je vais obtenir quoi dans cette partie-là? Une densité de charge comment? Négatif. Non, 0. Parce qu'au départ, tu as un plan chargé avec plus sigma. Tu ajoutes un disque chargé avec moins sigma. Tu vas trouver un disque où il n'y a pas de charge. Sigma égale à 0. Tu ajoutes une charge et tu superposes moins la charge, la valeur de la charge. Donc, tu vas avoir un disque qui est chargé avec sigma égale à 0. Donc, on va retrouver le plan troué, le plan avec un trou au milieu. Donc, le plan avec un trou au milieu, c'est un plan infini chargé avec plus sigma, plus un disque chargé avec moins sigma. Si je superpose ces deux systèmes, je vais trouver ce système-là. D'accord? Oui, monsieur, c'est clair. C'est comme moins sigma devient rien par rapport à plus sigma. Sigma plus moins un disque chargé avec sigma plus un disque chargé avec moins sigma, ça va donner une charge nulle. Ça va donner 0. Monsieur, Oui. donc le champ égale la somme de deux champs, n'est-ce pas? La somme du champ créé par un plan infini plus le champ créé par un disque chargé avec moins sigma. Donc le même qu'on a fait tout à l'heure, il suffit de remplacer sigma par moins sigma. D'accord? C'est bon? Monsieur, Oui. s'il vous plaît, vous pouvez à la fin de cette séance déposer l'enregistrement sur Moodle. D'accord. Je vais essayer de le faire. Merci beaucoup. Ah, je ne sais pas si j'ai démarré l'enregistrement, moi. Non, elle est démarrée. Ah? On va passer à le dernier exercice de TD, c'est l'exercice 8, je ne sais plus. Vous avez une demi-sphère chargée avec... bon, déjà, est-ce que vous avez déjà fait l'exercice sur le demi-sphère chargé surfaciquement? La calotte sphérique chargée avec sigma. Vous l'avez fait déjà en TD? Pas encore? Pas encore, monsieur. Pas encore. Bon, je vais le refaire rapidement parce que, bon, les étudiants qui sont avec moi en TD, on l'a déjà traité. Donc, si vous avez, ici, vous avez ce qu'on appelle une calotte sphérique ou bien une partie de la sphère qui est compris entre θ égale à 0 et θ égale à θ0, cet angle-là. Et cette calotte sphérique, il est chargée avec une densité surfacique sigma. Bon, la question, c'est en fait déterminer la force subie par une charge Q0 placée au point O, mais en fait, ça revient au même de calculer le champ au point O. Nous, on va essayer de faire le calcul du champ.
Donc, vous avez X, Y, il est dans le plan, et puis vous avez l'axe Z ici. Bon, on veut déterminer le champ au point O, d'accord? Donc, quels sont les plans de symétrie? Bon, je ne vais pas refaire tout ça. Les plans de symétrie sont quoi? OY ou Z. OX au Z, puis OY au Z, d'accord? Donc, vous avez les plans de symétrie, ils sont OZY et OZX. Donc, ce qui implique D de E, on va d'abord E, ça va être suivant EZ. Ensuite, un élément de charge D de Q, de la surface de la sphère. Cette sphère, elle est chargée uniquement en surface. Donc, D de E, D de Q va créer un champ D de E qui est par définition D de Q sur 4pi y0 U sur R carré. C'est quoi U? C'est le vecteur unitaire dirigé de la charge vers le point où je calcule le champ. C'est ce vecteur. R, c'est quoi? C'est la distance entre ce point et le centre de la sphère. Et cette distance exactement est égale à quoi? C'est égal à grand R. Parce qu'on cherche le champ au centre de la sphère. D'accord? Donc là, il faut remplacer tout de suite par grand R pour ne pas avoir des problèmes par la suite. Maintenant, quelle est la composante utile? C'est D de E Z. Donc voilà D de E. Parce qu'on a supposé sigma positif, donc le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Cet angle, c'est le même que celui-là, c'est θ. Donc D de E scalaire EZ. EZ, il est vers le haut. Donc ce cosinus pi sur 2 moins θ, donc c'est moins D de E cosinus θ. Voilà. Après, il suffit de remplacer dans D de E, D de Q par sa valeur, c'est sigma D de S sur 4pi y0 R carré cosinus θ. C'est quoi l'élément de surface D de S dans ce cas-là? D de S est égal à quoi? Donc, c'est quoi cet élément de surface? Un élément de surface de la sphère? R carré, D de θ. R carré sinus θ, D de phi, D de θ. Voilà, R carré, très bien, sinus θ, D de θ, D de phi. Voilà, si on remplace D de Q, D de S par sa valeur ici, on va intégrer D de phi entre 0 et 2pi, ça va nous donner 2pi. Et qu'est-ce qu'il reste? R carré avec R carré va se simplifier. Il va rester sinus θ, cosinus θ, D de θ entre 0 et θ0. Et ça va vous donner l'intégrale de cosinus sinus, c'est sinus carré. Donc ça vous donne sinus carré θ0 et θ varie entre 0 et θ0. Donc ça vous donne moins sigma sur 4y0 sinus carré de θ0. Donc voilà le champ créé par une partie de la sphère. Bien sûr, si on prend la moitié de la sphère maintenant, pour une demi-sphère, le champ va devenir quoi? C'est quoi la valeur de θ0 pour une demi-sphère? Pi. Non. Pi sur 4. Pi sur 4. Une demi-sphère. Pourquoi pi sur 4? Une demi-sphère. Pi sur 2. Voilà, pi sur 2. Pour la moitié de la sphère, ça veut dire que vous êtes là. La moitié de la sphère, c'est ça. Donc, si vous avez la moitié d'une sphère, voilà, θ0, il varie entre 0 jusqu'à pi sur 2. Donc, pour une moitié de sphère, θ0 égale à pi sur 2. Donc, voilà le champ créé par une demi-sphère. C'est E égale à moins sigma sur 4y0 suivant EZ. Est-ce que c'est clair là? C'est déjà c'est pas d'exercice simple, hein, ce calcul-là, mais si vous suivez correctement les étapes, surtout, hein, il ne faut pas, par exemple, laisser ici R carré, hein, d'accord? Puisque vous calculez le champ créé au centre d'une sphère, donc vous savez que petit r, c'est le rayon. Donc il faut le remplacer tout de suite par R carré, comme ça, ça va se simplifier. Bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Parce qu'on va compliquer un peu les choses dans la suite.
C'est clair, le champ créé par la moitié d'une sphère en son centre. Bien. Maintenant, on va prendre une demi-sphère, mais chargée en volume cette fois-ci. En volume. On va calculer le champ par deux méthodes. D'abord, par la méthode directe. Bon, la méthode directe, je pense que tout le monde peut le faire maintenant. C'est exactement la même chose que la question précédente. Je prends l'élément de charge D2Q. Je détermine le champ créé par cet élément de charge au centre de la sphère D2E. Bon, la symétrie, c'est la même. E va être toujours suivant EZ. Je détermine la projection non nulle. Ça va être cet angle, cet θ, c'est D2E cosinus θ. Et je vais arriver tout de suite à cette expression-là. D2EZ, c'est D2Q qui est ρ D2V sur 4π epsilon 0 r carré cosinus θ. C'est quoi l'élément de volume aux coordonnées sphériques? R carré sinus θ. Carré de R de θ de phi sinus θ. شحال قلتي لي انا R carré sinus θ D2R D2 θ D2 phi, voilà. Donc vous voyez bien que R carré avec R carré va se simplifier. Donc c'est R carré avec R carré. Donc D2 phi, il est indépendante. Donc l'intégrale D2 phi, ça va vous donner 2π. Donc on va simplifier sur 4π, il va vous rester 2 epsilon 0. Qu'est-ce qu'il va nous rester? Donc là, il n'y a pas de R carré parce que c'est déjà simplifié. Il va rester l'intégrale sinus θ, cosinus θ, d2 θ entre 0 et π sur 2. Et là, ça va vous donner ici D2R, non, pardon, il nous reste D2R ici. Ici, il nous reste D2R parce que j'ai simplifié par R carré, mais il reste D2R. Donc D2R entre 0 et grand R fois ça. Et D2 phi, ça vous donne 2π. Donc là, l'intégrale D2R, ça vous donne grand R. Et là, ça vous donne 1. Et vous voyez, le calcul devient extrêmement facile. On retrouve moins sigma grand R sur 4 epsilon 0. D'accord? Donc là, le calcul direct. Donc je prends un élément de charge D2Q. Je représente D2E. Donc voilà le vecteur unitaire I. D2E est toujours dirigé de la charge vers l'extérieur. En coordonnées sphériques, cet angle, c'est θ, qui est le même que celui-là. La symétrie me dit que le champ va être suivant l'axe Z. Donc, je ne calcule que D2EZ. Je remplace juste D2 par sa valeur en coordonnées sphériques et puis j'intègre. Pour une demi-sphère, θ varie entre 0 jusqu'à π sur 2. Phi de 0 jusqu'à 2π. Et petit r varie entre 0 jusqu'à grand R. Et là, on arrive facilement à cette expression-là. E au point O, c'est moins sigma grand R sur 4 epsilon 0. C'est clair? Oui, monsieur. Bien. Maintenant, je vais utiliser une autre méthode pour calculer le champ. C'est-à-dire, je vous pose la question en utilisant cette fois-ci les résultats de la question précédente, c'est-à-dire d'une sphère chargée en surface, déduire le champ créé par cette sphère chargée en volume. Utiliser, voilà la question. Et est-ce que quelqu'un a une idée? Utiliser, la question c'est la suivante. Question, utiliser la question précédente, c'est-à-dire les résultats de la sphère chargée en surface, de la sphère, ou demi-sphère plutôt, chargée en surface, pour déduire le champ de la sphère, pour déduire E dans ce cas-là. Bien. Vous avez compris la question, moi. Comment je peux utiliser les résultats de la question précédente? Il faut penser bien sûr au théorème de superposition pour déduire le champ créé par une demi-sphère chargée en volume. On superpose un infini nombre de demi-sphères chargées en surface.
On prend élément de charge. Voilà. Ah bon, c'est une partie de la réponse, mais c'est pas effectivement, c'est pas automatiquement superpose. Pour utiliser dans ce type de questions, vous avez plein d'exercices de ce type, surtout en électromagnétisme l'année prochaine. Vous allez voir, on peut faire beaucoup d'exercices, résoudre beaucoup d'exercices par ce principe. Je connais le champ créé par une demi-sphère chargée en surface et on me demande de calculer le champ créé par une demi-sphère chargée en volume. Qu'est-ce que je prends comme élément de charge? Donc, mon élément de charge, ce sera une sphère de rayon R chargée en surface. Voilà, celle-là. Ça, c'est mon élément de charge, D2Q. Élément de charge, D2Q. Et si je superpose plusieurs sphères chargées en surface, je vais reconstituer la sphère chargée en volume. Voilà l'idée. Donc, je subdivise ou bien je partage cette sphère ou bien cette demi-sphère chargée en volume en plusieurs demi-sphères chargées en surface. Et j'intègre. Or, une demi-sphère chargée en surface, je sais qu'il va créer, d'après la question précédente, je sais qu'il va créer un champ que j'appelle maintenant D de E, qui est égal à moins sigma fois le rayon de la demi-sphère sur 4 epsilon 0. Ça, c'est le résultat que nous avons fait avant. Après, il suffit d'intégrer, de sommer sur toutes les demi-sphères. Bon, celle-là, bien sûr, de rayon petit r. Après, il suffit d'intégrer sur petit r entre 0 jusqu'à grand R pour trouver le champ total. Et vous voyez que toutes les demi-sphères créent un champ D de E. Dans la même direction. Donc, il suffit justement directement de faire l'intégral. La seule difficulté, c'est comment trouver la relation entre sigma et ρ, entre la densité de charge surfacique et la densité de charge volumique. Eh bien, dans ce cas-là, il suffit d'écrire un élément de charge D2Q dans les deux types de configuration. Donc, pour la sphère chargée en surface, c'est sigma D2S. Pour la sphère chargée en volume, c'est ρ fois D de S fois D de R. Ou bien ρ fois R sinus θ D de θ fois sinus θ D de phi. Bon, j'appelle moi cet élément de surface et D de S fois D de R, c'est un élément de volume. Et vous voyez bien que la relation entre sigma et ρ, d'après ça, c'est sigma est égal à ρ fois D de R. Voilà la clé de la solution. Après, il suffit de remplacer sigma ici par ρ d de R, et ça va vous donner directement moins ρ R. Ici, non, le champ il est constant. C'est moins sigma, je crois, il n'y a pas de R. Il n'y a pas de R en surface. Vous voyez, il n'y a pas de R en surface. C'est moins sigma sur 4 epsilon 0. Donc, je dois enlever ce R. Donc, je remplace juste sigma par sa valeur. Donc, c'est moins ρ fois d de R sur 4 epsilon 0. Après, il suffit d'intégrer petit r entre 0 jusqu'à grand R et ça vous donne le champ moins sigma grand R sur 4 epsilon 0. C'est exactement le champ qu'on a trouvé par le calcul direct. Vous avez un peu compris le principe. Donc, vous avez une sphère chargée en volume. On a déjà calculé dans une question précédente une sphère chargée en surface. Donc, je peux retrouver le champ créé par la sphère chargée en volume en utilisant les résultats d'une sphère chargée en surface. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de prendre... Oui? Prof, on intègre sur 0 et grand R, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, E, c'est l'intégrale entre 0 jusqu'à grand R fois D de E. Parce que le rayon varie entre 0 jusqu'à grand R pour la sphère chargée en volume. Est-ce que vous avez compris un peu cet exemple? Ce n'est pas évident, hein, il n'est pas simple. Je vous assure que c'est pas... Il faut au moins le voir au moins une fois. Bon, un autre exemple, on peut faire ce type de calcul. Par exemple, si vous avez un
un disque. Voilà, imaginez vous avez un disque, on vous demande de calculer le champ créé par un disque. Et dans une question présente, vous avez déjà déterminé le champ créé par un cercle. D'accord? Là aussi, je peux utiliser les résultats du champ créé par un cercle pour déterminer le champ créé par un disque. Je vais partager, bon là, je vais utiliser une autre couleur pour mieux voir. Voilà. Voilà. Je vais partager le disque en plusieurs cercles de rayon D de R. Et donc, mon élément de charge, ce sera le champ D de E, ce sera le champ créé par un disque, par un cercle de rayon D de R. Ce sera D de E, ça supposait déjà calculé dans une question précédente. Après, il suffit d'intégrer le rayon entre 0 jusqu'à grand R. Et vous allez trouver le champ créé par le disque d'une autre manière. Vous avez vu un peu le principe. C'est le même qu'on peut utiliser dans ce cas-là aussi. Est-ce que vous avez compris ce calcul? Ou la méthode, ou bien compris au moins la notion de cette méthode-là? Oui, oui, monsieur. Très bien. Bon, il y a plein de cas, on peut utiliser ce type de superposition. Ah bon, puisque vous n'avez pas encore fait théorème de Gauss, donc je ne peux pas faire. J'ai pensé, moi j'ai oublié que. Bon, là aussi, j'avais prévu de faire des exercices sur le théorème de Gauss. Bon, puisque vous n'avez pas encore fait le théorème de Gauss. Voilà. Bon, celui-là de longueur, on va dire de longueur 2A, et celui-là de longueur 2B. Ici, vous avez une distance D. Ici, vous avez une distance, allez, on va dire la même distance D. Bon, comme donné, je vais vous donner le résultat. On a déjà, supposons que vous connaissez déjà le champ, comme première question, vous avez déjà calculé le champ créé sur la médiatrice d'un segment. Quelqu'un se rappelle du champ, l'expression du champ? Ah, l'expression du champ électrique créé sur la médiatrice d'un segment chargé avec une distribution linéaire lambda. On avait montré que E est égal à quoi? Est égal à lambda sur 2 pi, je crois, epsilon 0, 1 sur la distance D fois sinus alpha. C'est ça? Je crois que c'est ça. Ça devrait être ça. Parce que si le fil tend vers l'infini, on va trouver lambda sur 2 pi epsilon 0t. Bon, voilà. Est-ce que vous vous rappelez de cet exercice? On l'a fait dans le cours. Ah. Donc, connaissant le champ créé par un seul segment, déterminez le champ créé en ce point M par ces deux segments-là, l'un de côté de A, l'autre de côté de B, et le point M est situé à la même distance des deux segments. Bon, je rappelle ce segment A, B, l'autre BC par exemple. Allez-y. Sur le point M, c'est l'intersection des deux droites. Oui, l'intersection des deux médiatrices. C'est-à-dire, je suis sur la médiatrice des deux segments. Les deux segments sont chargés avec les mêmes densités linéaires lambda. Bon, pour vous guider, on va supposer ce plan-là, celui-là, l'axe des X, par exemple, et celui-là, l'axe des Y. Et ça, O. Allez, on va déterminer le champ au point O. Donc, quelle est l'expression du champ créé par le segment AB? Quelqu'un peut me dire quelle sera l'expression du champ créé par le segment AB au point O?
lambda sinus de alpha sur 2p epsilon 0 fois A plus lambda sinus de alpha sur 2p epsilon 0 fois P D. Hein? fois A. Fois A. D A. Concernant le segment AP, D est égal à A. Et concernant le segment PC, D est égal à P. Non, non, non. Non, D, c'est la distance entre le poids M où je calcule le champ et le segment. Donc, dans les deux cas, c'est la même distance, c'est la même D, même D. Donnez-moi juste le champ créé par le segment AB pour le moment, juste le segment créé par AB. C'est un vecteur, vous n'avez pas donné suivant quoi, il va être suivant quel vecteur? Y. Suivant Y. Avec sinus alpha égale à combien? 1 sur racine 2. Hein? Racine 2 sur 2. Non, on ne sait pas si c'est un carré. Ça sera, on va le calculer juste, ça sera D sur R. Ça sera petit d sur racine carrée de D carré plus BC. Ça va être comment? Suivant X. Et sa valeur, c'est lambda fois sinus alpha prime sur 2pi epsilon 0 fois D suivant I. Avec sinus alpha prime, ça sera petit d sur la même distance. Ah oui, mais dans ce cas-là, il faut que B soit égal à A, sinon mon schéma ne sera pas correct. Oui, il faut que ce soit... Allez, on va prendre B égale à A, sinon ce n'est pas possible. Ah, parce que c'est quelque chose que je vous donne comme ça, je ne l'ai pas préparé. Donc 2A, 2A, disons 2A. Donc ça sera sinus la même distance. Allez, sinus alpha prime égale à sinus alpha. Comme ça, on va simplifier. Sinus alpha prime égale sinus alpha. Voilà. Donc, quel sera le champ total? Donc ici, voilà Ah. Voilà. Bon, on va le mettre en rouge. Oh là là. Bon, allez, je vais mettre des vrais vecteurs. Pourquoi? Voilà. Donc là, vous avez les mêmes distances, mêmes modules. Donc le champ total va être égal à combien? Il va être suivant quel vecteur unitaire le champ total? I plus G. I plus J, voilà. Donc le champ total... Voilà, bon, le schéma il n'est pas bien fait, mais ce n'est pas grave. Voilà le champ total. Et le module du champ total va être égal à quoi? Le module de E, en fonction de module de EAB ou bien module de EBC. Module de E égale à combien? Racine du module AB au carré plus le module de A. Mais ils sont les mêmes modules. Donc, c'est racine de 2 fois le module de l'un. Donc, racine de 2 lambda sinus alpha sur 2pi epsilon 0 fois D. Voilà. Voilà le calcul de champ. Bien. Monsieur, Oui. monsieur, le alpha, l'angle alpha, l'angle entre quoi et quoi? Alpha, il faut revenir à l'exercice du segment. Alpha, c'est l'angle entre la perpendiculaire au point M et le segment, et là où démarre la charge. Et là où se termine la charge. Donc, cet angle, c'est alpha. Donc, monsieur, sinus alpha, ce n'est pas D sur R, c'est 2A sur R. Très bien, bien vu. C'est A, plutôt A. A, tu veux dire A. Oui, A. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bon, je vous ai dit, hein, cet exercice, je n'ai pas préparé, donc bien sûr, c'est A sur R et non pas D sur R. Bien vu. C'est A sur D carré plus A carré.
Bon, si tu veux, pour mieux comprendre la signification de alpha, je te donne cet exemple-là. Voilà un segment. Et puis, on vous demande, par exemple, de calculer. Alors, de calculer le champ en ce point. Allez, on va dire. Imaginons, on vous demande de calculer le champ créé par ce segment AB en ce point M, situé à une distance 8 cm de la droite. On va dire AB, par exemple, égale à 3 cm. Allez, la distance OA égale à 2 cm, au hasard. Voilà, ça suffit normalement comme donnée. Donc, quel sera le champ au point M? Lambda fois sinus alpha sur le 2pi fois epsilon 0. Lambda sur 2pi epsilon 0, vas-y. Fois, bon, j'appelle OM égale à petit d, si tu veux. OA égale à D1 et OB égale à D2. Allez-y. Lambda sur 2pi epsilon 0 fois D. Fois D. Suivant quel vecteur unitaire? Non, D en bas, ce n'est pas en haut. Hein? D en bas, pas en haut. Hein? En bas. En bas. En bas. En bas, zit. Suivant quel vecteur? Hein? Suivant quel vecteur unitaire? O1. Hein? Oui. Ah, voilà, ben, pour vous guider, voilà vous avez MX, Y. Y, X. Donc, suivant quel vecteur unitaire? IG. Hein? Suivant I, suivant G. Suivant les composants G. Suivant J? Suivant les deux G. Qu'est-ce que ça veut dire suivant les deux? Je mets IJ? Non, monsieur. Et le composant suivant I, et là, une composant suivant G. Donnez-moi la composante suivant I. Laquelle? Suivant I. Qu'est-ce qui manque ici? Ah? Donc là, il faut revenir au cours, revenir à ce qu'on avait montré dans le cours. Donc là, je reprends, je n'ai pas le cours devant moi, mais on avait montré dans le cours, si vous vous rappelez, on a calculé le champ, on a un point M ici, pour un segment AB, on avait défini cet angle-là, je vais effacer tout ça après, cet angle-là, on l'appelait alpha 1, celui-là, on l'appelait alpha 2, et on a montré que le champ a deux composantes, effectivement. Une composante suivant I, qui est lambda sur, je ne sais pas, quelqu'un a le cours de pi epsilon 0, l'essentiel facteur 2, sinus alpha 2 moins sinus alpha 1 suivant I, bon, vérifiez, plus lambda sur 2 pi epsilon 0, D bien sûr ici, D, facteur de cosinus alpha 1 moins cosinus alpha 2 suivant J. Donc, c'est 1 sur 4, je crois ici, sur 4, pi epsilon 0, sur 4, c'est ça? C'est ça ce qu'on avait montré dans le cours? Oui, monsieur, oui. C'est ça, voilà. Donc, donnez-moi le champ maintenant créé par ce segment au point M, avec ces données-là. Donc, E va être égal à quoi?
Donc, pour déterminer le champ, il suffit de trouver sinus alpha 1, sinus alpha 2, cosinus alpha 1, cosinus alpha 2. Donc, à quoi est égal sinus alpha 1? Hein? C'est OA sur AM. OA sur AM, voilà, très bien. Donc là, dans le schéma, c'est ça la signification de alpha 1. Alpha 1, c'est l'angle entre le point M et la perpendiculaire au segment. Aïe, la perpendiculaire. Et alpha 1, c'est l'angle entre cette perpendiculaire et là où démarrent les charges. Les charges commencent ici. Donc, vous voyez maintenant la signification de alpha 1, c'est cet angle. Et puis alpha 2, c'est entre la perpendiculaire et là où se terminent les charges. C'est cet angle-là. Voilà alpha 2. C'est tout. Après, vous pouvez calculer sinus alpha 1, bien sûr, c'est OA. On va dire par exemple 2 sur racine carrée de 2 au carré plus 8 au carré. Cosinus alpha 1, c'est 8 sur racine carrée, et ainsi de suite. Vous pouvez déterminer les 4 et donc le champ ici va avoir effectivement une composante, il va être dans cette direction-là. Il va avoir une composante suivant X et une composante suivant Y. EY et EX. C'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. Bien. Je vais ajouter encore une petite question comme ça qui me vient à l'esprit tout de suite. Imaginez, vous avez un axe ici. Un axe X, l'origine O. Je vais mettre ici une charge Q et ici une charge 3 fois Q. Donc là, dans quelle région, la question, dans quelle région je dois placer une charge moins Q, je peux placer une charge moins Q, puis pour qu'elle reste en équilibre. En équilibre. J'ai une charge moins Q qui est libre. Dites-moi dans quelle région, si je la mets, je place une charge moins Q, il va rester immobile et déterminer exactement sa position sur l'abscisse. D'abord, dans quelle région? Je vais vous guider. Vous avez 3 régions. Vous avez la région ici, à gauche de Q1, je l'appelle région 1. Vous avez la région 2 entre Q1 et Q2, je l'appelle région 2. Et puis vous avez la région 3 à droite de Q2. Donc ça c'est Q1 égale à Q, Q2 égale à 3Q, c'est la région 3. Donc dans quelle région je peux placer une charge moins Q pour qu'elle soit immobile? 1, 2 ou 3, avant de trouver la position. 1. 2. Il y a 1, 2. Est-ce qu'il y en a qui optent pour 3? 2. 2. Tout le monde 2. 2. Oui, pourquoi 2? Bon, pourquoi 1? La charge ne peut pas être immobile si je la place dans la région 1. Parce que tout simplement, n'importe quel point que vous prenez ici, cette charge-là va créer un champ, puisqu'il c'est une charge positive, le champ va être dirigé de la charge vers l'extérieur. Voilà E1. Cette charge-là, c'est une charge positive, il va créer un champ qui est dirigé de la charge vers l'extérieur, il va créer un champ E2. Donc vous voyez bien que E1 plus E2 ne peut pas être nul dans cette région-là. La même chose dans la région 3. Q1, la charge Q va créer un champ positif dirigé de la charge vers l'extérieur.
Q2 va créer un champ dirigé de la charge vers l'extérieur. Donc là aussi, le champ ne peut pas être nul. Donc la seule région où le champ peut être nul, et pour que la charge soit immobile, il faut que le champ soit nul, c'est on a un point ici. Parce que la charge Q positive, il va créer un champ dirigé de la charge vers l'extérieur. La charge Q est positive, il va créer un champ dirigé de la charge vers l'extérieur. Et donc, je peux trouver une position où le module de ce vecteur est égal au module de ce vecteur. Et donc, déterminer la position où le champ total est nul. Maintenant, pour déterminer la position exacte, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends tout simplement un point M d'abscisse X et je calcule le champ total et je cherche le point, la valeur de X pour lequel le champ total est nul. Donc, le champ créé par la charge Q va être K fois Q sur quelle distance? Donc, j'appelle ici cette distance-là, de là à là, c'est X. Et la distance de là à là, on va l'appeler petit d. Donc, Q sur X au carré, d'accord, fois I. Et E créé par la charge 2Q, ça sera K fois 2Q, fois 3Q plutôt, 3, charge 3, sur la distance avec un signe moins I. Quelle distance on va prendre? D moins X. D moins X au carré. Voilà. Pour que le champ soit nul, il faut que le module de ça soit égal à le module de ça. Ça veut dire qu'il faut que 1 sur X carré est égal à 3 sur D moins X au carré. Voilà, après vous pouvez résoudre la relation. Donc D moins X sur X, le tout au carré est égal à 3. On peut élever le carré et passer aux racines. Donc ça sera D moins X sur 3 sur X est égal à racine de 3. Ça veut dire D moins X est égal à racine carrée de 3X. Ça veut dire X facteur de racine de 3 plus 1 égale à D. Donc, à la position X égale à D sur 1 plus racine de 3. Voilà. Là, au jeu, si je place la charge, elle restera immobile. Vous avez des questions, vous? Non? Monsieur, j'ai un petit exercice. Est-ce qu'on peut le faire? Très rapide. Très rapide, allez-y. Oui. C'est quoi? Monsieur, on a un repère de OXY. Et on a un cercle. Un cercle chargé de charge positive. Un cercle chargé? De charge positive. Lambda positif, oui. Oui. Et on voilà a... le cercle. Oui. Et on a un point P qui se trouve sur le cercle. Et qui forme un angle θ. Θ avec quoi? Avec le OX. Et le O. Et le O est chargé par une charge ponctuelle aussi positive. D'accord. O, il y a une charge positive. Il y a Q. Oui. Oui. Et alors, et on a ils ont dit que un fil de section négligeable en forme d'un cercle de centre O et de rayon R, placé dans le plan OXY, porte une charge électrique répartie avec une densité lénique lambda égale à lambda 0 fois sinus θ. C'est ce qu'on avait fait dans le TD. Lambda égale à lambda 0 fois sinus θ. Oui. Et la question, c'est calculant les composantes de la force F exercée sur une charge ponctuelle placée au point. C'est ça? Pardon? La charge détermine la force exercée sur la charge Q placée au point O. Oui. Mais tout ça, on l'a fait en TT. Hein?
l'ensemble de la charge portée par le cercle. La Non, question, non, c'est non, la question, c'est la force exercée par l'ensemble des charges qui se trouvent sur le cercle sur la charge Q. C'est ça? Oui. Oui. Regarde, ça a été déjà traité dans le TD parce que d'abord, il faut ça revient tout simplement à calculer le champ créé par le cercle au point O. D'accord? Parce que si tu connais le champ au point O, la force, ça va être égal à quoi? Il est égal à Q fois E. Oui. D'accord? Donc, représentons d'abord les charges. Bon, θ, il est positif entre 0 jusqu'à... Sinus θ est positif entre 0 jusqu'à pi. Ça veut dire que cette partie-là va être positive. C'est un exercice très simple. Et cette partie, elle est chargée négative. D'accord? Tu suis? Donc, les règles de symétrie. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour déterminer la direction du champ poids O? Quel plan? Plan d'antisymétrie. Attends, Y, c'est dans le plan, hein, c'est mal tracé. Y, c'est en fait, c'est dans le plan. Hein, donc, je vais plutôt... ça a l'impression qu'elle est perpendiculaire. Moi, je vais faire comme ça. Voilà l'axe des X. Voilà l'axe des Y. Et c'est plutôt l'axe Z qui est vers le haut. D'accord? Donc, quel est le plan d'antisymétrie? OX, OZ, OY. Non. OX, OZ. OXZ. OX, Z. OZ. Z. Z. OXZ. OXZ. Ce plan-là, le plan ADA, il couple ADA. Le plan ADA. C'est un plan d'antisymétrie. Donc, tout de suite, le champ va être suivant quoi? Y. Suivant J. J. Voilà, suivant J. Donc, je prends l'élément de longueur D de Q, comme d'habitude. Il va me donner un champ D de E qui est égal à lambda D de L sur 4pi y0 grand R au carré, parce que la distance, il est la même pour tous les éléments suivant U, à deux vecteurs unitaires U. D'accord? Suivant unitaire U. Ce qui m'intéresse, c'est D de Y qui est égal à lambda D de L sur 4pi y0 R carré U scalaire J. Et vous avez U et J. Donc, U, c'est ce vecteur-là, c'est l'inverse, c'est moins ρ. Et moins ρ scalaire J, nous, on va faire moins U, en fait, scalaire J. Hein, c'est cosinus pi sur 2 moins θ, c'est sinus θ. Donc, ça va vous donner moins sinus θ. Donc, ça va vous donner moins lambda D de L sinus θ sur 4pi y0 R carré. Voilà D de Y. Après, tu intègres. L égale à... Non, monsieur, D de L égale à R, d θ. Non, non, on n'a pas besoin parce que tout ça, c'est constant. Donc, pour intégrer, ce sera moins lambda. Oui, bien sûr, θ, il change. Donc, d'accord. On va changer. On va effectivement 4pi y0 R carré remplacer D de L par quoi? D de L. R Ah, lambda, fois faites D très de... attention, là, j'ai fait une erreur grave. Laquelle? Lambda n'est pas constante. N'est pas constante. Lambda, c'est là. D'accord, c'est lambda 0 sinus θ multiplié par ce sinus θ, ça sera sinus carré θ, et D de L égale à quoi? Grand R, D de θ. D de L, un élément de l'arc de cercle, c'est grand R, D de θ. Voilà. Après, vous intégrez, donc grand R, c'est une constante, moins lambda 0 sur 4pi y0 grand R, nous simplifions par grand R. L'intégrale de sinus carré, ça vous donne pi. Vous simplifiez par pi, ça va vous donner moins lambda 0 sur 4 y0 R. Donc, la force, ça sera directement Q0 fois E. Donc, ça sera Q0 fois moins Q0 fois lambda 0 sur 4 pi y0 grand R suivant J. Voilà la force. D'accord? Donc, c'est un très bon exercice. Bon, ce sont des exercices type qu'on vous donne dans les examens. D'accord? C'est parce que vous avez tout pour répondre. Hein? Vous avez un cercle chargé avec lambda 0 sinus θ, la symétrie,
Je détermine le champ suivant EY, je calcule D de Y, après vous intégrez, mais là il faut faire très attention, lambda n'est pas constante. Vous voyez, au départ, j'ai fait moi-même l'erreur, j'ai oublié. Lambda n'est pas constante, donc il ne faut pas la sortir de l'intégrale. Il faut remplacer lambda par sa valeur. Bon, après, ce sont des calculs de sinus, de cosinus qui ne sont pas en général difficiles. D'accord? Merci. Donc, si on vous donne quelle est la force subie par une charge ou un point donné, il suffit de calculer le champ en ce point. Ou bien on peut faire le calcul par la force directement. Hein. On peut faire directement le calcul, on peut répondre autrement. On peut prendre symétrie, appliquer directement les éléments de symétrie à la force, c'est-à-dire D de F, un élément de charge D de Q, va créer une force D de F qui est égale à Q fois D de Q sur K sur R carré, suivant U. Mais c'est exactement le même calcul. Hein. C'est le même calcul.